Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être restés encore nombreux pour ce dernier débat sur la lassitude. Donc le sujet qu'on a voulu voilà, vous proposer, c'est la lassitude électorale et médiatique. Y a-t-il une symétrie entre les deux ? Alors, je me présente, Aude Carrasco, je m'occupe des médias à la Croix et notamment du baromètre de confiance dans les médias. Alors, peut-être avant de présenter les invités et pour contextualiser un petit peu, je vais me permettre de parler un petit peu de ce baromètre qui a été un des déclencheurs pour parler de ce sujet. Car c'est la première fois pour une campagne présidentielle qu'elle se tenait dans un climat de désintérêt pour l'actualité aussi fort. C'est-à-dire que près de 4% des Français, 38%, déclaraient pas ou peu s'intéresser à l'actualité, ce qui était assez exceptionnel en période électorale. C'était jamais arrivé. Voilà, dans notre baromètre, depuis son existence, depuis ses 35 ans, les taux d'intérêt pour l'information ont toujours été très forts, de l'ordre de 76-78% après les attentats de Charlie Hebdo. Donc c'était assez préoccupant, avec de fortes disparités en fonction des âges, des CSP et des âges. Je vous donne juste un exemple, les 18-24 ans, 61% déclaraient voilà, ne pas peu ou pas avoir d'intérêt. Ceux qui n'ont pas de préférence partisane étaient à 51% à ne pas s'intéresser à l'actualité, donc là c'est directement en lien avec notre thème. Autre exemple, par exemple la catégorie des employés, 49%. Voilà, je vous donne ces chiffres pour mettre un peu en perspective dans quel climat s'est ouverte la campagne, en précisant que ces questions ont été posées début janvier, à un moment où on parlait beaucoup de la candidature de Zemmour. Est-ce qu'il était déjà vraiment candidat ? En tout cas, on avait des thèmes de forte polarisation dans la société. Et la confiance que mesure aussi ce baromètre, qui était jusqu'ici basse, mais forte pour la radio, enfin majoritaire pour la radio. Et là, pour la première fois, plus aucun média, même la radio, n'atteignait un niveau de crédibilité, en fait. Donc la radio et la presse écrite étaient jugées les médias pour lesquels on avait le moins de défiance, on va dire ça comme ça, avec 49%, suivi de la télévision qui remontait après être tombée très très bas après les Gilets jaunes, de l'ordre de 38%, qui était remonté à 44%, et Internet. Bon, je sais que c'est un peu, disons que ce canal de diffusion qui est Internet et qui englobe énormément de choses, et l'ensemble des médias et bien autre chose, était tombé à un niveau historique de l'ordre de 30%. J'ai plus tous les chiffres en tête, je m'excuse. Voilà, donc ça c'est le contexte média. Le contexte politique, je vous le rappelle vraiment, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais voilà, c'était des éditos qui parlaient de lassitude démocratique. On avait l'impression que cette campagne n'intéressait pas. La Fondation Jean Jaurès, qui avait fait une grande étude sur cette société fatiguée, avec vraiment des contributions très, très intéressantes, et qui montraient aussi, et ce qu'on voyait aussi dans le baromètre, que les plus fatigués se trouvaient à gauche de l'échiquier politique, et chez les jeunes et chez ceux qui avaient une conscience écologique notamment la plus forte, et qui avaient des engagements associatifs, culturels, voilà, de tout ordre. Voilà pour le contexte médiatique et puis politique. Maintenant, je vais vous présenter mes invités. Alors, c'est intéressant parce qu'on a des représentants de différents types de médias. Alors, je commence par Cléa. Je me présente, du coup. Donc, Cléa Chakraverty, donc je suis chef de rubrique, journaliste, éditrice politique et société pour le média The Conversation France. The Conversation France est un média, j'en parlais un peu plus longuement tout à l'heure peut-être, qui est un média uniquement sur Internet, qui est entièrement gratuit, accessible à tous, mais qui a une particularité, c'est le décryptage de l'actualité, et pas que, et au-delà, uniquement par des chercheurs, des universitaires.
Frédéric Carbone, je travaille à France Info, où je suis présentateur de la tranche, qu'est-ce que c'est sale comme mot, mais j'en connais pas d'autres, d'informations de la mi-journée entre midi et 14h, qui est une session d'information classique de chaîne d'information continue qui est France Info, avec une particularité pendant cette année électorale, mais qui a été le cas aussi dans les précédentes années où il y avait d'autres élections, et j'espère, on en parlera, que ça sera aussi le cas pendant les années où il n'y a pas des élections, où on s'est beaucoup déplacé un peu partout en France pendant toute cette année pour prendre la température et être au plus près des réalités de ce qu'attendaient les Français de cette présidentielle. Moi, je suis Nolwenn Leblévenec, je suis journaliste, rédactrice en chef au magazine L'Obs, qui est aussi un site internet. Et je viens d'un pure player qui s'appelle Rue 89, qui a été créé il y a des années, et racheté par l'Obs aussi il y a quelques années, et absorbé depuis. Donc j'ai une expérience très web, je suivais la politique quand j'étais à Rue 89. Et là, aujourd'hui, je suis dans un magazine très installé et c'est très différent. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Buzine et je suis journaliste pour le média en ligne Brut, donc depuis sa création en 2016, donc avec une ligne éditoriale très variée, mais aussi axée notamment sur la politique, où l'idée, durant cette campagne présidentielle, c'était d'intéresser les jeunes à cette campagne, en interviewant les différents candidats, mais en expliquant aussi le programme des uns et des autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, je précise aussi qu'on a l'intervention de Benoît Raphaël, qui est un journaliste qui est devenu entrepreneur et qui a beaucoup travaillé sur l'idée de fatigue informationnelle, enfin l'écosystème et le fait que l'information ne peut être nourrissante pour le citoyen dans un écosystème qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, par Internet, et qui fait qu'on peut être saturé et ça pose des questions dans le cerveau. Donc il cherche des solutions. Il a notamment créé Flint, qui est une sorte qui propose une sélection d'articles, voilà, nourrissants pour le citoyen. Et là, il réfléchit à une autre expérimentation avec l'école de Bordeaux, qui est une sorte de Nutri-Score de l'information, voilà, pour que le citoyen puisse s'informer un peu plus en connaissance de cause. Donc il y aura une petite intervention de 5 minutes de sa part. Donc je vais commencer par la première question, qui sera une forme de tour de table, qui revient sur cette campagne présidentielle. Donc avez-vous ressenti cette lassitude, donc, à la fois sur le plan démocratique et médiatique lors de cette campagne, donc si vous remontez du terrain, à travers des audiences aussi. Et voilà, quelle stratégie éditoriale avez-vous développée pour justement intéresser les citoyens à cette actualité, parce que les médias sont censés être des piliers de la démocratie, donc c'est une de nos missions. Qui veut commencer ? Je vais me lancer. Comme ça me permet de présenter peut-être plus en avant le média aussi. Donc nous, dans notre média, on a un média qui, comme je disais tout à l'heure, est particulier, puisque ce sont les chercheurs qui s'emparent de l'actualité. En tout cas, on demande, nous, en tant que journalistes, aux chercheurs de s'emparer d'une certaine actualité et de la décrypter. Donc ce ne sont pas des articles d'opinion, de tribune, ce sont vraiment des analyses en fonction de leurs expertises. Et ce qu'on a fait, un petit peu en prévision de cette campagne, nous on a commencé à travailler très en amont, parce que la temporalité de la recherche n'étant pas la même que celle du journalisme plus classique, on va dire. Avec le directeur de la rédaction, Fabrice Rousselot, on s'est vraiment penché sur cette question de comment traiter la campagne électorale, à la fois du point de vue des thématiques qui allaient être abordées pendant la campagne, mais aussi de la politique, on va dire, plus politicienne. Et donc on a développé 2 axes dès, je pense, mars, avril 2021, il me semble, avec toute l'équipe, je précise évidemment que c'est un travail collectif, de se pencher en fait sur des newsletters spéciales dédiées. Donc je précise qu'on a une newsletter quotidienne avec forte je vais dire les chiffres, 76 000 abonnés. Et donc on a développé une seconde newsletter plus thématisée qu'on a lancée en septembre, qui était d'abord bimensuelle, qui avait pour objectif d'aller décrypter des enjeux forts que nous on estimait être des enjeux forts
qui seraient des enjeux forts de la campagne, par exemple sur l'énergie, sur la technologie autour de la 5G, sur des questions vraiment peut-être plus techniques aussi, sur les énergies renouvelables, sur le pouvoir d'achat, sur la question des identités plurielles de la France. Donc voilà, on a essayé vraiment de balayer un peu large, en tenant compte des recherches les plus récentes dans le monde académique et en demandant aux chercheurs des angles et des approches très différentes. Donc l'idée, c'était vraiment d'offrir à nos lecteurs quelque chose de très pédagogique et de très, on va dire, un petit peu anglais différemment par rapport... voilà, on ne faisait pas du commentaire de l'actualité. Et je ne vais pas être trop longue, mais le deuxième aspect, c'est pour la politique, on va dire, plus politicienne. Donc... ce qu'on trouvait assez intéressant, et d'ailleurs on l'a vu, on va dire la campagne qui finalement a quand même commencé plutôt à l'automne, c'était cet aspect un peu tout ce spectacle autour de la campagne présidentielle, le côté un peu, je veux dire le terme, un Starac politique, on va dire. Et on s'est dit comment prendre le revers de ça de façon à la fois ludique, tout en restant dans notre ligne éditoriale qui est celle de la recherche. Donc c'est pas toujours évident de demander aux chercheurs de faire quelque chose de léger. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait sous forme de podcast, avec un podcast qui s'appelle Moi Président, Moi Présidente, qui a été fait aussi en partenariat avec Ouest France, que je salue au passage, et qui demandait en fait à chaque émission, donc on l'a fait sur 12 émissions, 12 podcasts. L'idée c'était un petit peu les 12 règles à connaître si on veut être présidentiable, si on veut devenir un jour président de la République ou présidente de la République. Donc on a 12 chercheurs et chercheuses, je suis très fière de cette parité d'ailleurs dans nos chercheurs et chercheuses, à qui on a demandé des choses très précises. Par exemple, faut-il être un people pour devenir président? Faut-il savoir s'habiller d'une certaine façon? Donc ça peut paraître léger, mais ça ne l'est pas tant que ça. Faut-il manier la rhétorique ou comment le faire? Comment, par exemple, gérer les lobbies? Voilà. Donc des choses un petit peu qui peuvent avoir on peut avoir l'impression que c'est léger, mais ça ne l'est pas du tout. Et donc on l'a décliné tout au long de la campagne jusqu'au deuxième tour. Ça a donné lieu aussi à un ouvrage aux éditions Équateur du même nom. Donc voilà, c'était une stratégie qui était un peu de faire un peu le pas de côté, de se décentrer par rapport à la campagne, de réfléchir à la fois sur le fond et sur la forme, sur le temps long aussi. On espère que ça a apporté ses fruits puisqu'on a gagné de nouveaux abonnés, donc on est assez content. Frédéric, les audiences ont été bonnes? Alors bon, si on regarde juste en termes quantitatifs, ça ne veut pas tout dire, mais il y avait visiblement une appétence pour la politique et pour cette campagne présidentielle. Sur France Info, à la fois à l'automne et au hiver et début de printemps, les audiences étaient bonnes, voire très bonnes. Donc il n'y avait pas un rejet, mais au contraire plutôt un goût de suivre cette campagne. Après, pas forcément de n'importe quelle manière. Puisque Cléa parlait de Star Academy, nous on a essayé de faire de la radio-réalité un peu pendant cette présidentielle, à la fois la réalité des déclarations des uns et des autres. Vous savez que si vous êtes auditeur, que France Info est beaucoup sur la vérification, le vrai du faux, qu'est-ce qu'il en est des déclarations des uns et des autres. Donc ça, on a fait ça beaucoup, là encore, pendant la présidentielle. Les interviews politiques sont classiques, les invités sont les mêmes que sur d'autres chaînes. Je pense que le type l'interview du matin notamment sur Info, est plus avec les mêmes invités politiques qu'ailleurs. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est mieux, surtout pas. Mais on est aussi dans ce cadre-là, essayer de rester au plus près des faits, bien entendu des polémiques on peut en aborder, mais au plus près des faits, de ce qu'avancent les uns et les autres pour essayer que... Parce que la personne importante, elle n'est pas en studio, elle est de l'autre côté. C'est l'auditeur qui se fasse une idée la plus claire, la plus précise possible. Et ensuite, dernier outil, les déplacements. Donc on a fait pendant toute la campagne un rythme régulier, accéléré au fil des mois, en allant de villes comme Tonnerre, quelques milliers d'habitants dans l'Yonne, à Vaux-en-Velin, en passant par Verdun. Enfin bon, l'idée étant dans chacun de ces déplacements de... aussi donner la parole. La question, elle n'est pas de dites ce que vous avez dans la tête ou dans le cœur, mais chaque voix compte, voilà, à la radio comme dans les urnes. Et donc c'est important d'entendre des voix qu'on n'entend pas forcément tous les jours, parce qu'on sait très bien comment fonctionnent tous les médias, et nous y compris. On est dans du répétitif et on va pas chercher forcément solliciter toutes les expériences, tous les regards. Donc c'était la première idée de ce genre de déplacement.
Nolwenn, une petite voix me dit que ça a été un peu plus difficile à l'Obs, sur le site en tout cas. Nous, on s'est ennuyés, vraiment beaucoup, parce que c'était une réélection, donc on avait du mal à trouver les lignes de fracture, et on a eu du mal à accrocher cette campagne. On a trouvé qu'elle était très ennuyeuse aussi. On a essayé de pas tomber dans le piège Zemmour, donc c'était un peu l'excitation du début parce que c'était le nouvel entrant et que les sondages le donnaient haut, mais je crois qu'on n'a pas cédé à ce piège-là, donc du coup on est en même temps, ça aurait pu être une source d'audience. On a essayé de faire des dossiers thématiques sur la fin de vie, l'héritage, etc., mais aucun de ces thèmes n'a vraiment pris dans la campagne qui tournait beaucoup autour des thèmes identitaires. Enfin, c'était pas un grand moment d'excitation pour nous. Les audiences étaient pas géniales. Le seul article qui a, par exemple, qui a provoqué énormément d'abonnements numériques et d'intérêt, c'est quand on est allé chercher le petit Eidan, le petit garçon qui a parlé à Zemmour dans une classe et qui lui a posé des questions sur le fait que lui était français. Zemmour lui a dit « Mais toi, tu viens d'où, toi ?» Il a dit « Moi, je viens de là, d'ici, mes parents sont français. » Voilà, donc on est à la rencontre de ce jeune garçon, et ça a provoqué un pic d'intérêt très, très fort. Mais sinon, à l'Obs, on a un traitement de la politique assez institutionnel, coulisses, et là, c'était assez frustrant. Un truc qu'on a réussi quand même, c'est qu'on a fait une série qui s'appelle Douce France, que Le Monde avait fait avant nous, j'avais peur que ce soit une série très narcissique, puisque ça consiste à demander aux journalistes de retourner sur les lieux de leur enfance. Et pour être honnête, moi j'étais très contre au début. Je disais que ça allait être nul et tout. Et puis finalement, comme j'ai été intégrée, je pouvais plus dire que c'était nul parce que je devais en faire un. Et du coup, on l'a fait. C'était pas nul du tout. C'était vachement bien. On a réussi à pas mettre des jeux partout et à raconter le changement, comment en 20 ou 30 ans un lieu avait changé. Moi, je viens de Neuilly-sur-Seine, donc je suis retournée à Neuilly-sur-Seine et j'ai raconté comment cette ville était devenue encore plus riche qu'à mon époque. Donc ça a très bien marché. Ça a vraiment plu aux lecteurs. On a eu plein de lettres, gens qui étaient contents et tout. Mais sinon, moi, à titre personnel, je suis contente que la campagne se termine. J'en ai super marre. J'ai envie de reparler de société. Et les dernières couves qui m'ont amusée, elles remontent à assez loin, notamment sur la fin de vie ou sur l'inceste avec Camille Kouchner. Voilà. Mais là, on a fait du Macron, du Mélenchon, du Marine Le Pen. C'est un peu chiant. Voilà. Les législatives commencent aussi. On commencer. Bon, déjà, on peut dire que c'était une campagne qui était difficile. Difficile même à rentrer médiatiquement parce que, dans un premier temps, il y a eu la crise du Covid qui a pris énormément de temps sur la première partie de la campagne. Et ensuite, au moment où on pensait que ça allait un peu s'enflammer, entre guillemets, il y a eu la guerre en Ukraine. Ce qui fait que la candidature d'Emmanuel Macron, qui était à un moment annoncée fin décembre, début d'année, puis le Covid, donc du coup mi-février, et puis la crise en Ukraine qui devient une guerre, fait que ça se transforme par une déclaration à l'emporte-pièce le 4 mars. Ça a donné une campagne très particulière, polarisée sur ces deux sujets et avec deux choses. Je ne pense pas qu'il y avait un désintérêt des gens, mais que les gens ne s'y sont pas retrouvés au niveau des sujets, notamment sur l'écologie qui était énormément absente, sur des sujets même du quotidien. Alors le pouvoir d'achat est rentré sur la dernière phase, mais au début finalement on en parlait très peu. C'est arrivé quand il y a eu, avec la guerre en Ukraine, la montée des prix de l'essence, qu'on voyait que l'inflation était en train d'exploser, puis qu'il y avait des sondages qui montraient que c'était la priorité des Français. Mais au début, on était au début, sur les premières semaines, comme Éric Zemmour est rentré très tôt dans la campagne, c'est un peu lui qui a dicté les thèmes de campagne, et c'était dramatique. C'est-à-dire qu'on parlait, alors je ne dis pas que c'est des sujets qu'il faut éviter, mais on parlait que de sécurité, de ci, de ça, et c'était polarisé que sur des sujets où certains candidats dicter un peu le tempo. Et c'était un peu terrible parce qu'il y a plein de gens qui s'y retrouvaient pas et on parlait pas de ce qui intéressait les gens. Donc ça, je pense que c'était le premier point. Nous, la réflexion qu'on a eue à Brut, c'est d'essayer de partir des gens pour construire nos interviews. C'est-à-dire, on a pu faire des interviews avec les 12 candidats qui sont tous venus pour répondre à nos questions, mais en fait, c'était pas vraiment nos questions, c'était les questions de ceux qui nous suivent. On a fait des appels à questions sur nos différentes plateformes. Et en fait, c'était eux qui étaient notre fil conducteur. Après, évidemment,
faut que ce soit représentatif, il faut qu'on arrive à parler un peu de tout. Des fois, on va rajouter aussi quelques questions nous-mêmes, parce que voilà, faut que ça ait aussi il y a un fil conducteur et que ce soit le plus varié, le plus large possible. Mais on partait des gens, parce qu'on part vraiment d'une chose, c'est que je pense que quand on est journaliste, on travaille pour les gens qui nous suivent, et c'est important que ça les intéresse et que ça réponde à leurs préoccupations du quotidien. Donc ça, c'était vraiment le point qui était important. Après, on a essayé de présenter un peu les programmes aussi, avec les mesures emblématiques des uns, des autres, du décryptage, les changements de position des uns et des autres, parce qu'on a vu qu'il y en avait certains qui, en 2022, reniaient totalement ce qu'ils pensaient en 2017 ou avant. Donc ça, c'était des choses qui étaient assez importantes de pouvoir décrypter le programme des uns et des autres. Donc on s'est posé cette question-là du début à la fin, avec un enjeu majeur, c'était vraiment de parler aux gens, parce que c'est à eux, voilà, c'est les dizaines de millions de personnes qui étaient amenées à voter, et fallait qu'on puisse leur donner toutes les clés en main. Mais je pense qu'il y avait deux choses. Lassitude médiatique, je ne pense pas, parce qu'en soi, les audiences étaient fortes. Mais lassitude médiatique, j'entends ceux qui disaient justement aux médias, vous ne parlez pas des sujets qui sont importants. Je parlais par rapport à l'écologie, notamment. L'écologie était très régulièrement absente, alors que c'est un sujet fondamental, il n'y a pas besoin de le rappeler ici. Mais lassitude plutôt qui est devenue une des premières préoccupations. Qui est devenue l'une des premières préoccupations. Puis bon, voilà, on va pas parler ici du rapport du GIEC, etc., mais des choses qui sont extrêmement urgentes, mises sous nos yeux, et qui clairement démontrent l'urgence de ce qui se passe, et qui n'étaient pas assez représentées, voire pas du tout dans la campagne. Donc ça pouvait être reproché aux médias et aux politiques, parce qu'en soi, ça va de pair si les questions ne sont pas sur ça, voilà. Mais aussi d'un point de vue des politiques, parce que quand on voyait les meetings, les prises de parole, qui sont justement en indépendance de tout questionnement médiatique, journalistique, eux aussi n'y allaient pas. Donc c'était compliqué. Je vais te laisser la parole, parce que tu as parlé de représentativité, et que la deuxième série de questions était, voilà, pour répondre au thème du débat, c'était sur comment expliquer cette est-ce qu'on peut expliquer cette double lassitude aussi par une certaine forme de rejet de ces deux mondes politiques et médiatiques, et de leur manque de représentation? Oui, puis certains y voient, à juste titre ou pas, de la société, qui peuvent y voir parfois une connivence entre les deux. Oui. Une connivence qui est vue comme malsaine, et que je peux entendre aussi, parce qu'elle ne doit pas exister. C'est vrai que des fois, c'est ce que ça donnait un peu au grand public, l'idée qu'il y avait une certaine forme de connivence entre politiques et journalistes, que c'était un peu un entre-soi, et qu'au final, ça ne parlait pas directement aux gens. Donc, ça, c'est la perception, cette connivence. Mais qu'est-ce qu'il y a quelle est la réalité un petit peu du système, en fait, de la façon dont les rédactions s'ouvrent à l'extérieur, s'ouvrent à des nouveaux sujets, traitent des sujets peut-être nouveaux. L'idée, là, ça a été, c'est comme je disais précédemment, ça a été vraiment d'écouter ce que le public avait à dire, c'est-à-dire via les commentaires, via les messages, d'aller aussi sur le terrain, recueillir leurs paroles, d'aller voir aussi des professions qui souffrent dans leur dos. Par exemple, sur ce quinquennat, on avait fait beaucoup de reportages, notamment dans les hôpitaux, auprès des agriculteurs, et plein de métiers différents, où on voyait qu'ils ont souffert sur ce quinquennat, et ils souffrent depuis des décennies, et l'idée, c'était de leur donner la parole pour qu'on puisse aussi comprendre quel est leur quotidien et quelles sont leurs préoccupations, pour faire rentrer ces sujets-là dans justement le débat politique et médiatique qui allait avoir lieu durant cette campagne. Mais c'était vraiment compliqué, parce qu'encore une fois, avec le Covid et l'Ukraine, cette campagne a vraiment été très particulière. Tu évoquais à l'instant le terme de ennuyant. Moi, personnellement, c'était... on va dire vraiment ma première campagne, parce qu'en 2017, Brut était un média naissant, on avait très peu d'accès. Là, on a pu avoir les différents candidats, faire des choses, etc. Puis avec une équipe assez staffée pour le faire. Mais je me disais, ça va être super, on va pouvoir faire plein de trucs. On l'a fait, mais c'était, je sais pas, j'ai un sentiment un peu amer de déception, de dire qu'il n'y a pas eu assez de débats, qu'on n'a pas mis peut-être tous les sujets qu'il fallait dans l'espace public. Je le prends pour moi et pour nous tous. Enfin, je pense que c'est vraiment la profession d'un point de vue global. Et cette élection me dit que l'un comme l'autre, je pense qu'on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et qu'il y a un risque aussi de crise démocratique derrière, qui peut monter, malheureusement aussi à cause de ça, d'une campagne qui finalement a joué une réélection, mais où
peut-être tous les Français n'ont pas eu toutes les clés en main pour comprendre le programme des uns des autres, parce qu'on a peut-être été trop sur la petite phrase, peut-être trop sur les polémiques. Je veux dire, aujourd'hui, justement, les candidats étaient parfois à mettre de l'huile sur le feu, et malheureusement, des fois, le problème qu'on avait, c'était de ne pas réussir à s'en extraire, c'était plutôt d'aller dedans avec eux et de faire des heures de débat en boucle sur ça. Et les gens s'y sont peut-être pas retrouvés. Alors, je peux me permettre de rebondir. est-ce que oui, juste, est-ce que les politiques ou les journalistes n'ont pas été à la hauteur des deux? Pourquoi? Alors moi, je ne me permettrai pas de juger le travail des confrères et des consoeurs là-dessus. Je pense qu'effectivement, on a la perception que nous, on a eue, alors contrairement à mes collègues ici, moi, je ne me suis pas du tout ennuyée dans cette campagne parce que nous, on avait un challenge qui est particulier, c'est que nous, on ne peut pas rencontrer des politiques, on n'interviewe pas des gens, des citoyens réels, on n'a pas du tout cet aspect-là, vu qu'encore une fois, ce sont les chercheurs qui font ce travail-là. Et en fait, on avait deux aspects qui étaient particulièrement, enfin, qui étaient vraiment un défi en tant que journaliste qui réfléchissons à la campagne, c'était comment on fait justement pour parler de politique sans politique, et par quel biais on prend, par quel petit bout on le prend. Et là, je rejoins Rémi, c'est qu'on a envie de parler de plein de sujets, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres, on a aussi la même problématique que tout le monde, hein. C'est le besoin aussi d'être visible, de faire de l'audience, hein. C'est-à-dire que les articles soient lus, qu'ils soient repris par nos partenaires médiatiques, que les chercheurs en soient contents. Donc, on a aussi pensé à ça, c'est les mécanismes en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette campagne, c'est de pouvoir avoir cette chance qu'on a eue, nous, avec les chercheurs, c'est d'observer vraiment le temps long. Et donc les mécanismes politiques, alors Nolwenn évoquait tout à l'heure les coulisses, donc on l'a fait un petit peu aussi, mais les mécanismes vraiment à la fois des médias, de regarder un petit peu l'évolution de certains phénomènes, comme on a beaucoup parlé de vote utile, de vote blanc, donc à quoi ça correspond, comment est-ce qu'on peut vraiment l'analyser sur le temps long, et puis aussi de s'appuyer sur des spécialistes de certains courants. Je pense notamment, par exemple, on a un très bon spécialiste de la droite, de LR, qui en fait, lui, alors pour le nommer, hein, Émilien Warvial, qui lui fait sa thèse sur LR et qui a vu son objet de thèse dégringoler au cours de la campagne. Donc c'est quand même pas rien pour un chercheur, c'est quand même assez rare dans la recherche que ça se passe comme ça. Et donc il a pu analyser de l'intérieur d'une certaine façon. On a eu la même chose aussi pour LFI avec certains articles de spécialistes. Donc ça, c'était ce qui a rendu pour nous, en tout cas ce qu'on pouvait offrir au public, quelque chose un petit peu, encore une fois, ce pas de côté, ce décalage. Après, je pense effectivement, et là je rejoins Rémi et Nolwenn aussi, c'est en tant que journaliste, c'était compliqué effectivement de se positionner sur une sorte de forme de non-campagne, puisqu'il y a eu tout ce qu'on sait, hein, le Covid, la guerre, etc. Mais aussi le fait que la campagne était vraiment marquée par le rythme du politique. Donc comment on s'en détache, c'est tout l'enjeu. Et est-ce qu'on est en capacité de s'en détacher, puisqu'on est aussi concurrencé, chaque média s'auto-concurrence d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que ça permet aujourd'hui de réfléchir à d'autres formats à venir, peut-être, on en parlera peut-être, mais peut-être plus participatifs, peut-être plus interactifs, de se détacher un peu plus de l'agenda politique, des rituels politiques qui nous sont finalement imposés par une 5e République extrêmement hyper présidentialisée. Si on est au rayon, je me suis ennuyé ou pas, je suis plutôt dans la famille. Je me suis pas ennuyé, mais parce que j'ai pas eu l'impression non plus de la chance, je sais pas si c'est la chance, mais de couvrir une campagne politique, parce que j'étais pas avec tel ou tel candidat, la caravane qui forcément était particulière, parce qu'il y a quasiment pas eu de meeting et que effectivement la campagne stricte s'est réduite à pas grand chose, mais d'avoir plutôt la chance de pouvoir être un peu, se balader un peu pendant toute l'année pour voir ce qu'était la France qui allait voter au mois de mai. Donc on en sort toujours, l'impression d'en sortir toujours plus riche, et sinon d'avoir compris un maximum de choses, mais au moins d'avoir essayé d'être un peu utile et d'avoir pu ne pas parler que d'identité, par exemple en septembre, octobre, novembre, quand on était dans les premiers déplacements qu'on a fait. On s'est d'ailleurs posé la question, enfin très honnêtement, Zemmour, pas Zemmour, comment on fait? Autant il était assez simple de se dire, comme l'Obs, comme vous, comme d'autres, on ne va pas rentrer dans la surenchère, inviter Zemmour tous les jours, débattre là-dessus. En revanche, comment on traite une vraie question qui est derrière, de celle de l'identité, où on peut mettre des tonnes de choses autour. Ça, j'avoue que si j'ai une petite déception, c'est de ne pas l'avoir empoigné vraiment, enfin, dans ses déplacements un peu partout. Voilà, je ne sais pas si c'est par facilité ou parce que c'est assez compliqué. C'est un objet, je pense, qui est essentiel, extrêmement important, et en même temps compliqué à prendre si on ne veut pas être dans des pures caricatures. Parce que un des trucs dont je me suis, je ne suis pas le seul,
mais qui m'a frappé dans ces pérégrinations, c'est que oui, la question de l'identité, elle se pose un peu partout. Et pas que dans la caricature zémourienne du grand remplacement ou racialisé ou autre, mais de qui je suis, où je vis, comment je me situe par rapport à Paris, comment je me situe par rapport aux autres Français. Et c'est un vrai sujet absolument, absolument passionnant. Donc voilà, on est toujours quand même... comment dire, je trouve qu'on a toujours de la chance quand on est journaliste, quand on est bousculé par des choses qu'on ne pressent pas, qu'on ne comprend pas immédiatement. J'avais eu avant la chance de vivre aux États-Unis la campagne de Trump, enfin l'arrivée de Trump au pouvoir. C'est toujours une chance au sens, ça oblige à penser un peu contre soi-même, à essayer de gamberger. Donc ça c'est assez précieux, quoi. Oui, non, et juste pour revenir pour cette absence de diversité dans les rédactions, oui, c'est un énorme problème. C'est un problème à l'Obs aussi. On est tous de la même catégorie socio-professionnelle ou à peine. Enfin, il y a des petites exceptions. On a tous voté dans un mouchoir de poche, voilà. Et c'est vrai que le lendemain de l'élection de Trump, il me semble qu'il y a eu un édito du New York Times qui demandait pardon à ses lecteurs de ne pas avoir vu le candidat gagner, monter, ne pas avoir compris ce qui se passait sur le terrain. Moi, j'ai quand même eu peur toute la campagne, et surtout sur la fin, quand on a vu que Marine Le Pen remontait dans les sondages. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait et est-ce qu'on ne va pas s'en mordre les doigts le lendemain et de devoir faire une lettre d'excuse aussi, quoi. Alors, à ce sujet de la diversité, pour ceux que le sujet intéresse, il y avait 2 débats très intéressants ce matin, vraiment consacrés à ce sujet, et ça sera sûrement l'objet des prochaines, un sujet important des prochaines assises. Il y a beaucoup d'efforts des écoles de journalisme, il y a davantage de diversité, mais le chemin est encore long pour que les rédactions intègrent toute la richesse que ça peut leur apporter, et notamment en termes de réfléchir différemment à des sujets ou diversifier davantage les sujets. À ce stade, je vous propose qu'on puisse écouter Benoît Raphaël, comme ça on passera dans un autre temps du débat, et après on vous laissera un bon quart d'heure pour poser des questions. Alors Benoît Raphaël, donc il est à l'étranger, donc c'est une petite vidéo de 5 minutes. Alors si vous avez des problèmes d'oreille, à un moment, il faudra peut-être un peu vous les boucher parce qu'il y a une moto qui passe, je vous préviens. Mais voilà, il répond à la question de la lassitude face à l'information qu'il a vraiment constatée par rapport à un écosystème notamment numérique. Et c'est vraiment un phénomène qu'on a pu remarqué après la crise sanitaire, où les gens se sont énormément informés par tous les canaux parce qu'il y avait cette demande d'information pour quelque chose de totalement nouveau, jusqu'à saturation totale et sentiment d'anxiété ou d'être submergé. D'ailleurs, on avait fait un dossier sur ce sujet dans la Croix. C'était quand même un titre assez courageux pour un titre de presse. Pour notre santé, faut-il arrêter de s'informer ? Et voilà, Benoît Raphaël a été une source importante pour ce dossier. Je vous propose de l'écouter. Merci. Bonjour à tous et désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis en Indonésie, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, le son environ 1h30 du matin, 1h du matin. Allô la régie, on ne l'entend pas. Il faudrait redémarrer la vidéo depuis le début avec... En tout cas, on l'excuse totalement de ne pas être là. Hein. Franchement, vu le décor, c'est pas mal. On peut essayer d'y apporter en tant que média, notamment. Allô la régie. Ce qu'on appelle la surcharge informationnelle. On peut faire le doublage, non ? On invente ce qu'il dit. Depuis très longtemps. L'un après l'autre. Il faudrait quelqu'un de la régie, là, parce qu'on Jérôme, on n'entend pas du tout le son. Je suis ravi d'être parmi vous depuis Miami. Ici, il fait beau. Nous avons eu un petit orage hier soir. Il faudrait la redémarrer avec un son audible, s'il vous plaît. Je ne ressens aucune lassitude sous les tropiques. Jamais fatigué des rayons du soleil. Ça ne va pas améliorer l'image du journaliste, caricaturalement au soleil sous des palmiers, mais il y a aussi des précaires dans notre profession, je vous rassure.
l'accélération en fait de la production Ils ne sont pas tous à nous dorer la pilule au bout du ce qu'on monde. appelle aujourd'hui le fear of missing out, la peur de rater quelque chose, et qui est directement Et sinon, je vous emmerde. Notre cerveau qui a en fait évolué. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, avec peu de talent, mais j'essaye de... Je ne veux pas non plus préempter ce qu'il est en train de dire. Alors, on a un petit problème technique, ce qui arrive beaucoup en ce moment avec les liaisons téléphoniques. Bon, tu peux résumer, Aude, toi qui l'as... Il faut vraiment que je résume? Oui? Ça sera pas mieux? D'accord, mais on l'aura pas la vidéo avec un son normal? Non? D'accord. D'accord, ok. Oui, bah oui, voilà. S'il y a une question à des questions à ce premier stade du débat, alors il y a un monsieur moustachu avec des lunettes que je connais bien qui voudrait poser une question. Une question à Brut. Vous avez choisi d'interroger les candidats par l'intermédiaire du public. Ma question est la suivante. Les questions qui leur ont été posées étaient-elles différentes, à votre avis, que si elles avaient été données par des journalistes? Est-ce qu'il y avait un côté original et un peu exceptionnel que ce soit des auditeurs qui posent les questions? C'est une très bonne question parce que justement pour certaines oui, parce que ça allait concrètement du quotidien des gens, des questions que moi-même j'aurais pas pu poser, qui allaient vraiment au quotidien d'une personne qui nous racontait voilà moi je vis ça, qu'est-ce que vous répondez? Et même au-delà de la formulation de la question, on est d'un citoyen qui pose une question à un politique et on voit que le rapport et la question, la façon dont le politique va répondre va être assez différente. Nous, en tout cas, on ne touchait pas aux questions des gens. Enfin, je pense que c'est fondamental. Ils nous envoient une question, donc on la reprend telle quelle. Par contre, moi, mon travail, justement, c'était d'être là pour la relance. Parce que justement, si un politique, vous lui donnez la question, des fois, il va vous prendre le bras, il va vous donner à 10 km, il ne va pas du tout répondre. Donc nous, l'idée, c'était de se dire, on prend les questions des gens, mais notre rôle, nous, et c'était le mien, et parfois accompagné avec Thomas Negaroff, c'était de relancer, parce que des fois, la réponse, elle était incomplète, ou elle avait un contradictoire qui était évident à répondre. Donc l'un n'allait pas sans l'autre, et c'était évident qu'on soit là aussi pour accompagner l'interview, parce que sinon, s'il n'y a pas de relance, les questions ne sont pas posées en direct, donc le politique pouvait répondre ce qu'il veut, et ça aurait été un peu... on aurait été parfois un peu, je ne vais pas dire mené en bateau, mais vous connaissez un peu... je veux dire, sur les interviews politiques, c'est parfois très compliqué parce qu'ils répondent un peu ce qu'ils veulent. Donc l'idée, c'était d'essayer qu'on apporte ce contradictoire qui est important. Merci beaucoup pour cet échange. Maintenant, on va pouvoir écouter Benoît Raphaël. Bonjour à tous et désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis en Indonésie, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera environ 1h30 du matin, 1h du matin. Mais j'ai quand même souhaité répondre à quelques questions concernant la surcharge informationnelle, la fatigue informationnelle et les réponses qu'on peut essayer d'y apporter en tant que média, notamment en tant que journaliste. Ce qu'on appelle la surcharge informationnelle, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, ça existe depuis très longtemps. Il y a depuis très longtemps, depuis même l'arrivée de l'imprimerie, même encore avant, on se réalisait qu'en fait le nombre d'informations qui existaient ou de connaissances qui existaient dans le monde était déjà supérieur à ce que notre cerveau pouvait en fait assimiler. Et donc évidemment avec l'arrivée d'Internet, ça s'est multiplié de façon presque exponentielle, si j'ose dire. Mais ce qu'on appelle vraiment la fatigue informationnelle, c'est aujourd'hui lié évidemment à la technologie, mais qui est lié au fait qu'on est en permanence en fait sollicité. Donc ça va du nombre de mails que l'on reçoit, du nombre de SMS que l'on va recevoir, des sollicitations, et puis justement la profusion et l'accélération en fait de la production d'informations provoque ce qu'on appelle aujourd'hui le fear of missing out, la peur de rater quelque chose, et qui est directement lié à l'évolution de notre cerveau. Notre cerveau qui a en fait évolué assez lentement, mais par contre la civilisation a évolué très très vite. Et chez les chasseurs-cueilleurs, l'information était quelque chose d'absolument essentiel. Sauf qu'à l'époque, il y avait une rareté d'informations, et pour sauver sa vie, il fallait peu d'informations. Mais dès qu'il y avait une information, du coup, notre cerveau produit et nous envoie en fait des récompenses. Et donc, forcément, dans un monde où il y a abondance d'informations, notre cerveau
commence à créer en fait des formes d'addiction et ne sait plus trop comment réagir. Et donc on se retrouve en fait avec cette peur de rater quelque chose face à un phénomène d'addiction qui nous fatigue beaucoup. Il faut savoir que la surcharge informationnelle, aujourd'hui, ça provoque plusieurs problèmes. Ça provoque d'abord des problèmes d'attention quand on switch, quand on passe d'un écran à un autre, quand on passe d'une information à un autre, comme on fait de plus en plus, eh bien on perd 20% de son attention. Donc du coup, en fait, la capacité d'attention devient plus compliquée. Et puis la deuxième chose, c'est que ça provoque du stress. C'est biologiquement, c'est directement aussi lié à un certain nombre d'éléments dans notre corps qui font qu'en fait ça accélère en fait le stress, mais ça nous pose aussi des problèmes cardiaques. Donc on peut dire aujourd'hui que l'infobésité est un problème de santé publique. Cette infobésité, en fait, elle est accélérée, elle est travaillée, fabriquée en fait par les algorithmes de recommandation et ceux des moteurs de recherche qui nous poussent en fait en permanence à aller chercher de l'information. Et c'est vrai que pendant quelques temps, ces dernières années, en fait, les médias ont eu tendance aussi, parce que justement, pour pouvoir capter l'attention, être de plus en plus présent, à suivre en fait le rythme absolument effréné en fait de ces algorithmes de recommandation, qui aujourd'hui on le sait ne sont pas du tout vertueux, ils provoquent l'addiction, ils sont surtout faits en fait pour permettre aux GAFAM de gagner de l'argent et donc provoquent aujourd'hui non seulement des problèmes de santé publique, comme je l'ai dit, mais aussi des problèmes de désinformation, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est surchargé d'informations, on réagit beaucoup moins bien à la désinformation, on est beaucoup moins attentif et surtout nos biais cognitifs en fait marchent de plus en plus parce que nos mécanismes en fait, les mécanismes du cerveau se déclenchent lorsque le cerveau n'est plus capable d'assimiler toutes ces informations. Donc on voit bien que il y a une des premières réponses que l'on peut apporter à cette surcharge d'informations, c'est justement déjà de travailler sur la lenteur, sur plus de rareté. C'est peut-être une des responsabilités des médias que d'aller travailler sur des formats qui vont plutôt mettre l'accent sur le temps long, sur la réflexion. C'est pour ça d'ailleurs que l'on voit que les newsletters, par exemple, et les podcasts marchent de mieux en mieux parce qu'il y a un vrai besoin de retrouver justement cette forme de sérénité, en tout cas par rapport à l'information. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Flynn, c'est de se dire en fait, puisque cette surabondance en fait d'informations, elle est provoquée par une machine. Et bien contre une machine, il faut une autre machine. Et donc on utilise l'intelligence artificielle pour créer des newsletters intelligentes, donc des informations envoyées par mail qui font de la curation, c'est-à-dire de la sélection des meilleures informations. Et l'intelligence artificielle va chercher la qualité d'information. Donc qu'est-ce qu'une information de qualité? C'est tout le travail qu'on a fait depuis plusieurs années pour, en observant en fait le comportement de plusieurs milliers d'experts, essayer de comprendre, de trouver des formules algorithmiques qui permettent de définir la qualité. Et donc on fait ça depuis plusieurs années et on permet en fait aux utilisateurs de peut-être recevoir moins d'informations, mais de recevoir une meilleure information et d'aller chercher surtout parce que cette surabondance c'est aussi une richesse, mais on ne peut pas avoir accès à cette richesse-là si on est submergé d'infos. Donc il faut pouvoir aller chercher justement le miel de l'information. Et c'est à partir de ça qu'en fait que nous est venue l'idée avec le laboratoire MICA de Bordeaux de réfléchir à un Nutri-Score de l'information, c'est-à-dire non pas de dire quelle est la bonne information ou la mauvaise information, mais de pouvoir proposer, un petit peu comme on le fait sur les étiquettes des aliments, de proposer en fait des indicateurs de valeur nutritive de l'information. Parce que c'est pas mauvais de manger du sucre, mais si on en mange trop, ça devient mauvais. Donc il faut arriver aussi à être capable de déterminer sur l'information que l'on reçoit ce qui a une vraie valeur d'expertise, par exemple, mais aussi de pouvoir déterminer si cet article-là, ce contenu d'information-là, il a aussi un biais peut-être politique, de gauche, de droite, et puis également s'il a une valeur scientifique ou pas. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et parlé à votre cerveau de citoyen. Je voulais proposer à Nolwenn de réagir et notamment savoir si vous vous posiez cette question ou vous souciez de cette question de la saturation en fait par rapport à l'information. Alors, moi j'ai l'impression que on a déjà fait la bascule en fait. C'est-à-dire que tous les médias font des contenus long, de qualité. Ce qui s'est passé entre les deux campagnes présidentielles, et on en parlait tout à l'heure, c'est que pour la dernière, les médias tels que les nôtres étaient gratuits sur Internet. En 5 ans, on est tous passés à un modèle payant. Donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant, le moindre papier qu'on faisait à forte valeur ajoutée,
était gratuit, et tout d'un coup l'audience grimpait sur le site et les gens étaient informés avec de la qualité. Aujourd'hui, on s'est très vite rendu compte que c'était pas possible de distribuer nos contenus comme ça. Donc on a tous fermé, on a tous mis des paywalls. Et donc, du coup, on est avec nos contenus à très forte valeur ajoutée derrière nos paywalls avec 5 personnes qui le lisent. Et à côté de ça, sur les réseaux sociaux, ça bastonne avec des trolls, des biais de confirmation, des montages, des vidéos et tout. Et donc, moi, j'ai l'impression que le problème de surcharge, elle est dans ces réseaux, quoi. Et notamment, je sais pas si, par exemple, Valérie Pécresse, elle a été mise dans la boue par les trolls zémouriens pendant des semaines et des semaines. Elle a été dénigrée, insultée, voilà. Et donc, c'est un autre problème. C'est pas le nôtre. Nous, notre problème, c'est qu'il faut convaincre les gens de payer pour s'informer, mais en attendant, c'est déséquilibré. Avant de passer la parole à Rémi pour qu'il réagisse aussi sur le même sujet, juste citer une récente étude Reuters, je crois que c'était sur l'année 2020 ou 2021, qui montrait vraiment cette différence entre les deux campagnes présidentielles, c'est-à-dire que pendant ces 5 ans, quasiment tous les médias, notamment de presse d'information, ont changé de modèle, c'est-à-dire sont passés d'un modèle semi-gratuit à un modèle quasi totalement payant, avec un paywall, c'est-à-dire qu'il faut payer pour accéder à des articles enrichis. C'est passé de l'ordre de 90%, 95% des médias y sont passés. Et ce qui n'est pas le cas du tout de tous les pays européens, et notamment en Angleterre, où c'est de l'ordre de 50%, mais il y a la spécificité du Guardian avec un modèle totalement différent et qui met en accès libre tous ses papiers. Et c'est un financement participatif. Et juste, l'autre particularité de la France, c'est être un des pays où les citoyens vont le moins payer pour s'informer. C'était, de mémoire, c'est 11 ou 12%, ce qui est très différent avec des pays nordiques où c'est de l'ordre de 40%. Et même en Angleterre, c'était à plus de 20 ou 25%. Aux États-Unis aussi, ça avait énormément augmenté, que ce n'était pas forcément dans la culture des Américains de payer pour s'informer après l'épisode de Trump. Voilà, c'est juste une précision. Maintenant, Rémi, je te laisse la parole. C'était très intéressant parce que c'est vrai que, encore plus sur le numérique, je pense qu'on y est confronté énormément justement à ce trop plein d'informations où une information chasse rapidement une autre, et c'est constant aujourd'hui. Je veux dire, on allume ses réseaux, on actualise son fil Twitter, il y a des actus toute la journée, et je peux comprendre parfois pour le grand public où ça peut être fatigant de voir tout ça, que le cerveau ne peut pas forcément ingérer tout ça sur une journée. Et donc, ça fait partie de nos problématiques. Je veux dire, tu disais tout à l'heure par rapport notamment au sondage, aujourd'hui on voit qu'Internet a une confiance qui est très basse. C'est lié notamment, je pense aussi à ça, puis au fait que ces informations, au-delà d'être nombreuses, elles ne sont pas toujours vérifiées. C'est-à-dire ça part vraiment dans tous les sens, parce que quand on parle d'Internet, c'est Internet au sens large, c'est pas forcément les médias. Et c'est là toute autre problématique, c'est de se dire on arrive sur un support où tout le monde a une parole, tout le monde peut parler, ça c'est une très bonne chose, mais où nous, en tant que médias, comment on se place sur tout ça? Il ne faut pas non plus avoir un ton moralisateur, prendre les gens de haut. Je pense que ça, c'est des choses à éviter qu'il ne faut pas du tout faire. Mais c'est comment réussir à donner le contexte, expliquer l'information, se poser, décrypter les choses, faire en sorte que quand vous voyez un truc passer rapidement dans votre fil d'actualité, on se dit, nous, en tant que médias, qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur ajoutée? La valeur ajoutée, ça va être des images en plus, du contexte, des explications, et puis surtout des vérifications. C'est de se dire que si vous regardez ça chez nous, tout ce que vous voyez là, on l'a vérifié, recoupé, et en vous donnant tout le contexte pour le comprendre. Et ça, c'est des choses qui sont fondamentales, surtout aujourd'hui, parce qu'on est vraiment confronté à un moment où ça va très vite, par les réseaux eux-mêmes, et puis aussi, malheureusement, parce que ces dernières années, le moindre fait divers, la moindre actualité va être instrumentalisée par les uns pour les autres à des faits politiques. Et c'est aussi comment nous, en tant que journalistes, on fait en sorte de ne pas tomber bêtement dedans, parce qu'on peut, malheureusement, toutes et tous, tomber dedans à un moment ou à un autre. Donc c'est comment on évite de tomber là-dedans. Et ça, c'est une remise en cause permanente, de se dire, de faire attention, tout simplement. Et sans être parfait, il faut avoir l'humilité de dire que parfois,
parce qu'il faut parfois aller vite, eh bien on peut tomber dedans, mais il faut tout faire en sorte pour que ça n'arrive pas. Mais il faut avoir l'humilité de se dire que ça arrive, malheureusement. Je voudrais juste prolonger, parce que je suis d'accord à 150%, y compris l'humilité de dire je sais pas, des fois, aussi, voilà, important, nous comme tant d'autres. Mais après, revenir à des choses aussi assez simples, même si c'est pas aussi simpliste que ça, c'est que tout ce qu'on ouvre, nous tous, sur nos téléphones, quelconque réseau social, tout n'est pas une information, déjà. Et après, on a affaire avec une réalité qui est que toute information n'est pas produite par un journaliste. Ce qui n'est pas grave en soi. Mais ça conduit du coup à des choses à essayer d'éviter. On ne va pas être des Don Quichotte. Enfin, on ne va pas viser à... Déjà, quelqu'un qui n'est pas journaliste a le droit de livrer quelque chose qui est de l'ordre d'une information quelque part. La question n'est pas de faire la chasse à ça, ni de se lancer dans une chasse vaine à vouloir... je ne sais pas comment dire... lutter, chasser toute fausse information qui circule. Après tout, les gens ont le droit de tomber dans une propagande qu'ils acceptent. Il y a toujours eu des propagandes. Il ne faut pas croire ce ne sont que des moutons qui sont alimentés par des méchants des méchants loups qui viennent... non, il y a une part là-dedans de choses conscientes. Bon, voilà, notre travail de journaliste, il est particulier. Il a toujours été spécifique. Les supports changent, mais le travail reste à peu près le même. Les critères doivent rester le même. Et la grande question, elle est du récit qu'on fait désormais en fonction de supports qui changent, en fonction d'attentes qui changent, en fonction sans doute d'interactivité au sens où la demande des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs doit être plus prise en compte. Mais voilà, ne visons pas être des Don Quichotte qui vont débunker tout ce qui circule de bidon. On va se perdre là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas alerter, mais on va se perdre si on est là-dedans. Voilà, on va passer notre life à ça, quoi. Et je ne suis pas sûr que ça soit profondément utile. Je voudrais, si possible, abonder aussi dans le sens de ce que viennent de dire Rémi aussi et Frédéric. En fait, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas, vous, si on a entendu tout à l'heure Benoît Raphaël, il a parlé de l'information chez les chasseurs-cueilleurs. Et je trouve que, si je peux me permettre le parallèle, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien à quel point l'information, ce n'est pas une commodité comme une autre. C'est vital, il l'a dit lui-même, on peut prendre plein d'autres cas dans le passé pour en parler aussi. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi ça m'a frappé particulièrement pour cette campagne, après je ne suivais pas la campagne 2017 de la même façon, c'est qu'on parle d'offres politiques, on parle d'offres éditoriales, comme s'il s'agissait de marketing, d'un quelconque produit. Et mes collègues l'ont rappelé à juste titre, l'information ce n'est pas un quelconque produit. Alors ça l'est de fait, sauf que c'est à nous d'être vigilants justement sur à quel point on veut qu'une information... Enfin, qu'est-ce qu'on définit comme information? C'est peut-être une question de base. Je sais qu'il y a des étudiants en école de journalisme ici. Ça revient un peu aux bases de la question de, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on définit, nous, journalistes, comme information par rapport à ce qu'on en définit, nous, comme citoyens, une information. Je ne sais pas, que le prix de la baguette de pain ait augmenté, ça me concerne en tant que mangeuse de baguette de pain. Est-ce qu'en vrai, c'est une information importante ou pas? Je trouve que ça allait, on est en France, on est d'accord. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'on définit comme information? Quelle valeur on lui donne? Quelle valeur, on va dire en termes de phénomène de société? Comment on traite comment on met en valeur en fait cette information? Et j'irai même peut-être un peu plus loin. Qu'est-ce qui est une actualité? Qu'est-ce qui fait une actualité? Quand nous, on le connaît bien avec, je regarde mon collègue Benoît Tonson, qui est chef de rubrique Sciences pour Conversation France ici. Qu'est-ce qu'une actualité quand on travaille avec l'actualité scientifique? On se rend compte que nous, on a cette sorte de double temporalité, c'est qu'on court parfois derrière des informations journalistiques, hein, donc actualité politique par exemple, mais on a aussi toute une actualité qui vient du monde académique. Et donc cette actualité-là aussi, elle doit être représentée. Et en fait, c'est une forme d'actualité aussi, et c'est à nous d'imposer peut-être ce tempo-là. Et là où je rejoins tout le monde, c'est vraiment se prendre le temps long, et ce que disait Benoît Raphaël, changer des formats. Donc, moi, j'ai la chance d'être dans un média qui n'a pas de paywall, puisque justement, on fait partie d'un modèle médiatique vraiment différent. On est une loi Association 1901. On est indépendant, on est soutenu financièrement par nos membres, mais ça nous permet quand même d'aborder ce temps long. Mais ça questionne énormément, c'est-à-dire comment est-ce que je traite l'info? Est-ce que je dois tout traiter? Évidemment, la question c'est non. Et comment on fait ce choix? Donc comment on hiérarchise aussi ces infos? Voilà, je m'arrête là.
Alors, quand on se lasse, c'est aussi qu'on ne se retrouve pas dans notre vie, dans nos médias ou que sais-je. Qu'est-ce qui doit évoluer du coup face à ce constat dans la posture du journaliste tout simplement, dans la façon de traiter les sujets? Est-ce qu'il devrait être plus participatif? On voit bien dans le monde politique, il y a cette demande de plus participer, plus constructif, plus inclusif bien sûr. Je garde encore un tout petit peu le micro, la parole, pardon. Un constat que nous avons fait avec The Conversation France, c'est une véritable appétence de la recherche pour ce qu'on appelle la recherche participative et les sciences citoyennes ou sciences participatives, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais pour faire bref, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une forte demande d'interactivité en tant qu'observateur d'autres médias. On l'a vu notamment avec les médias qui permettent d'interagir. Je pense notamment aux nouveaux médias comme Twitch qui se sont montés, qui permettent cela. Et ce qu'on s'est demandé aussi, c'est intéressant, il y a des chercheurs qui incluent aujourd'hui des non-chercheurs, des civils, du monsieur, madame, tout le monde, dans leur façon, leur méthodologie de recherche et qui co-construisent la recherche. Alors ça fait un peu institutionnel de le dire comme ça, mais ça permet en fait aux chercheurs de montrer d'autres facettes d'un phénomène de société pour ce qui est sciences sociales, mais aussi par exemple sciences exactes, de travailler différemment sur la biodiversité, sur le changement climatique, sur la transition, etc., etc. Et il me semble qu'une des réponses qu'on pourrait apporter à cette lassitude médiatique, lassitude politique, c'est vraiment intégrer de façon différente, et je sais que vous le faites tous autant que possible, le lecteur, le citoyen, dans la construction de l'information. Et ce serait vraiment une piste, je pense, intéressante pour tous les médias, nous y compris, à notre échelle, en tout cas, à développer peut-être pour qu'ils se sentent vraiment concernés, en fait, et non pas passifs, mais vraiment actifs dans la relation informationnelle. On passera la parole à la salle, mais vous voulez réagir aussi pour ce... Non, d'accord. Bon, ben on va prendre vos questions, si vous en avez. Oui, monsieur. Ah oui. Bonjour. On vient d'évoquer une des pistes, rendre le journalisme plus participatif. Moi, j'en vois une autre. J'étais un petit peu surpris d'entendre par vous, Nolwenn, que cette campagne, elle était d'un ennui, etc. Parce que elle a du mal à démarrer, etc. Pour moi, c'est pas vraiment une excuse, parce qu'il y a aussi une des fonctions du journalisme, c'est de mettre à l'agenda des sujets. Et c'est pas parce que la campagne elle n'a pas démarré et que les thèmes nous conviennent pas et qu'on trouve qu'on survole les choses. Il y a déjà eu des cas dans le passé où les médias ont vraiment mis à l'agenda un sujet. Et pour moi, c'est la grosse déception de cette campagne. Il y avait la possibilité, et c'était peut-être même une opportunité, puisque la campagne peinait à démarrer et qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour ça, il y avait de la place pour les médias pour mettre des sujets à l'agenda, des sujets selon la ligne éditoriale qui, voilà, à l'Obs, ça aurait pu être à la place. Et voilà. Pardon, on n'a pas rien fait, hein. On a essayé de mettre des sujets à l'agenda. Mais le problème, c'est que quand tout le monde parle d'identité, quand Zemmour est à fond là-dessus et qu'on fait une couve sur les inégalités de l'héritage, par exemple, ça ne prend pas. Voilà. Donc c'est pas une critique contre l'Obs, c'est une critique en général. Non, pardon. Non, mais je voulais dire que parfois on fait, et que en fait, si je me suis ennuyée, c'est parce que tout ce qu'on a essayé de faire, bah, ça tombait à plat. Voilà. Et que en fait, on a essayé d'intervenir. Par exemple, la fin de vie, c'est un sujet qui nous est très très cher à l'Obs. On a essayé de le remettre. Et en fait, on n'y arrivait pas. Ensuite, effectivement, il y a eu la guerre en Ukraine. Voilà, ça a démarré sur l'identité avec Zemmour. Puis derrière, il y a eu la guerre en Ukraine. En fait, on a été frustrés. Donc, le mot, c'est pas chiant, c'est frustré, quoi. J'ai envie de reparler des vrais sujets. Et l'Ukraine est un vrai sujet. Et voilà, mais on n'a pas réussi à faire l'agenda. On n'a pas réussi à imposer les thèmes qui nous étaient chers. Voilà. Il y a la distribution, le mode de distribution. Pendant que la deuxième question se prépare, le mode de distribution qui fait qu'avec le jeu des algorithmes, c'est les thèmes qui sont le plus discutés, c'est les thèmes les plus clivants, c'est les thèmes les plus émouvants qui vont être, pas le plus partagés, mais suscités, remonter le plus à travers les algorithmes. Oui. Si vous pouvez juste vous présenter, juste pour savoir d'où vous parlez. Je suis étudiant en première année de droit à l'Université d'Orléans. Je suis membre bénévole de Radio Campus. Et du coup, j'ai assisté à différents débats, différentes conférences
entre mardi, mercredi et aujourd'hui. Et il y a un terme qui est beaucoup revenu, c'est la responsabilité des médias. Mais ce terme, du coup, je ne l'ai pas très bien compris, parce que responsabilité, mais on entend quoi par ça? Parce qu'une responsabilité, ça s'engage. Comment on engage une responsabilité contre un média? Enfin, quel sens on met derrière ça? Du coup, voilà, je profite de cette avant-dernière conférence. Vous avez 4 heures. C'est pas. Je vais essayer de te dire comment moi je vois ça. On peut voir quelque chose de global sur la responsabilité de la presse en tant qu'acteur dans une société, contre-pouvoir. Tu peux avoir cette ligne-là. Après, la responsabilité d'un média, avant tout, enfin pour moi, hein, ça me semble être que les informations que l'on donne à les personnes qui vont lire, regarder, écouter, sont justes, en tout cas honnêtement données. Il peut s'avérer, on peut tous écrire, dire une erreur, une bêtise, mais quand on le dit, c'est pas honnêtement, que la charte minimale de respect vis-à-vis justement de l'auditeur, du lecteur, du téléspectateur, qui est cette la base de cette confiance-là, soit respectée. Et après, pour juste faire un pas de côté, je trouve qu'il ne faut pas trop se cacher derrière cette notion qui restera toujours vague de responsabilité des médias, parce que c'est souvent aussi une façon de refus devant l'obstacle, ou de ne pas employer certaines choses qui peuvent déranger, être tout compliqué, trop compliqué. Voilà, attention, la responsabilité des médias. La responsabilité des médias, c'est celle de ceux qui le font à tous les étages de tous les médias dans lesquels nous sommes. Voilà, c'est avant tout celle-là, et c'est une question d'honnêteté individuelle et de responsabilité collective. Mais voilà, je me suis lancé en premier, c'est pas le plus simple, c'est pas une définition juridique, mais c'est comme ça que je le vois. Cette responsabilité, elle peut être aussi sociétale, l'utilité sociale du journalisme dans une société démocratique, voilà, par rapport à une information, par rapport à la façon dont on nourrit le débat démocratique et politique. Donc ça peut être effectivement interrogé. Et je voudrais juste pouvoir parler de Benoît Raphaël, qui est très impliqué dans pas mal de travaux de recherche, et puis avec Anne-Sophie Novelle notamment. Ils ont lancé toute une réflexion pour en fait penser la place de l'information dans une société démocratique en posant la question justement des responsabilités des uns et des autres. C'est-à-dire l'idée était de dépasser le débat sur la critique des médias, qui est peut-être intéressant, mais pas suffisant, et puis parfois fait avec des biais et pas toujours en interrogeant les acteurs, enfin bon, mais qui a toute sa place et qui a tout son intérêt, mais poser la question de façon globale de la responsabilité des uns et des autres, sans éluder celle du citoyen, lequel, voilà, citoyen, quels moyens on se donne vraiment pour s'informer, pour bien informer, et non pas seulement lire les titres sur des sites d'infos gratuits, mais est-ce que c'est vraiment des moyens d'être bien informé? Poser la question par exemple des aides à la presse, enfin voilà, des systèmes d'aide, et poser également, et peut-être surtout la question aussi du jeu des plateformes et des algorithmes. Voilà, c'est-à-dire vraiment poser la question de l'ensemble de l'écosystème médiatique. Voilà. Alors, une autre question? Oui. Bonjour à tous, donc moi je suis étudiante en deuxième année de master à l'école de journalisme de Grenoble, et je voulais simplement rebondir sur ce qui a été dit sur la demande d'interactivité aussi, et partager une expérience personnelle, mais qui du coup se situe à beaucoup plus petite échelle. On a un tout petit média local à Grenoble qui s'appelle L'Averti, avec un Y, et qui fonctionne vraiment. Il y a peut-être 300 abonnés, donc je vous parle vraiment de quelque chose de microscopique par rapport aux médias que vous représentez, mais où ils ont mis en place un système de vote des sujets, et ça répond aussi à l'interrogation tout à l'heure qui était de dire qu'est-ce qui est une actualité, qu'est-ce qui est une information. Et en tout cas, moi en tant que stagiaire et puis en tant que lectrice, ça a été deux expériences extrêmement enrichissantes, parce que ça nous a permis vraiment de sortir du coup de l'agenda médiatique un petit peu classique,
de porter des sujets extrêmement locaux aussi, que nous, dont on n'avait pas connaissance. Alors les gens envoient des sujets par mail et on était 2 et manuellement on faisait un tableau, donc forcément c'est pas forcément généralisable à des médias plus importants, mais en tant que journaliste de partir sur le terrain en sachant que c'est le sujet qui a été demandé par les abonnés, ça fait que eux aussi derrière ils vont beaucoup plus le lire, le partager à leurs proches parce que c'est le sujet sur lequel ils se sont investis et qu'ils ont défendu lors du vote. Donc voilà, ça m'a fait vraiment fortement penser à ça, et je pense qu'effectivement il y a un enjeu fondamental de se sentir prendre part au processus de fabrication de l'information, et voilà, démocratiquement en plus, moi je trouve cette expérience tout à fait incroyable. Merci de la partager, parce que c'est tout à fait intéressant. Je précise juste que certains médias le font, il y a Les Jours et Nice Matin qui ont inauguré ça, donc effectivement de faire des propositions ouvertes de choix des sujets, c'est un peu ce qu'a fait Brut d'ailleurs, et ensuite de soumettre les trois autres idées à l'ensemble des lecteurs ou des abonnés. Et comme anecdote, au jour, ils me disaient, mais à chaque fois, c'est le sujet sur lequel on n'aurait pas parié, quoi. Par exemple, ils avaient fait toute une série sur les abeilles. Ils n'avaient pas parié sur les abeilles et ils ont fait, 25 papiers autour du sujet des abeilles. Voilà, je laisse. Non, c'était juste pour vous remercier de la remarque. Et je trouve que là où vous avez tout à fait raison, c'est que je pense qu'effectivement, les médias nationaux ont peut-être tout intérêt justement à s'emparer de ces modes de cofabrication des médias. Certains le font sur les médias plus sociaux, par exemple, je pense notamment peut-être Brut a plus cette interactivité. Mais c'est vrai que l'hyper-local et le national a peut-être intérêt à mieux jouer ensemble. Ça peut être tout à fait une très bonne piste de réflexion. Merci. Je rebondis dessus, c'est vraiment, je trouve, essentiel et capital justement d'avoir cet intérêt-là, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment qu'en tant que journaliste, on n'oublie jamais qu'on travaille justement pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, qui nous regardent, et il faut que faut que ça ressemble un peu, ils ne peuvent pas tout décider évidemment, mais qui nous donnent des pistes, des idées, qui remettent en cause parfois nos choix, la façon dont on l'a traité, de se dire ce que vous avez fait c'était pas assez complet, et c'est très bien. Et c'est vrai que quand on parle justement du terme de lassitude médiatique, quand on peut derrière, la lassitude médiatique, elle est aussi liée à la défiance envers les médias, et la défiance envers les médias, on y répond, je pense aussi avec une proximité avec les gens, avec ce type de conférence-là qui est ouverte. Et moi, ce que je trouve super, c'est que quand dans le public, on n'a pas que des journalistes ou des gens qui veulent le devenir, c'est top, parce que cet échange, il doit être constant, permanent, et on doit vraiment avoir cette notion d'écouter, d'être dans le dialogue, de montrer aussi comment on fabrique l'information, d'ouvrir nos rédactions. Moi, je trouve formidable les rédactions qui ouvrent, par exemple, leur conférence de rédaction pour montrer déjà comment ça marche. Parce qu'il faut penser aussi au lecteur. Le lecteur, lui, il a que entre guillemets, le produit fini. Il a l'article et comment ça a été décidé. Parce que parfois, justement, on entend sur le terrain des gens qui vont vous dire « Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est votre actionnaire qui vous a demandé ça? Vous êtes instrumentalisé par qui ?» La réalité, c'est que si on ouvre les portes de nos médias, les gens vont comprendre comment ça marche au quotidien. La conférence de rédaction, le lien hiérarchique avec le rédacteur en chef, comment on travaille ensemble jusqu'à la publication. Et donc d'avoir leur retour, leurs idées, et de montrer une certaine forme de transparence, je pense que c'est aussi comme ça que cette lassitude qui peut s'expliquer envers les médias, vraiment, il faut l'entendre, mais on peut aussi y répondre par certains actes de notre côté pour que ça s'améliore. Très bien. Alors, je vais passer la question le micro à Frédéric, je commence à être fatiguée, qui va sûrement parler de la caravane France Info. Non, mais avant, je voulais juste citer l'avenir de l'Artois, en région Calais, qui fait ses conférences de rédaction dans les cafés des villages. Voilà. Non, je ne vais pas citer la caravane France Info parce qu'on n'est pas encore le Tour de France avec des goodies à distribuer un peu partout. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit Rémi, ce que vous disiez, parce que un des enjeux principaux, c'est celui de la façon dont on s'adresse à celui à qui on parle, en l'occurrence à la radio, et viser comme ça. Voilà, pas être au-dessus, on regarde au-dessus, au contraire, regarder en dessous. Et tout ça, c'est extrêmement important. Et rêvons un peu, si on est dans la co-construction que vous évoquiez, on arrêtera peut-être d'être dans quelque chose où on va se battre au contraire sur des infos bidons traînant à droite à gauche. Et effectivement, quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est un vrai chemin. C'est absolument un chemin, oui. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, j'aurais aimé vous interroger. Bonjour, je suis étudiante en journalisme, en Master 1 à l'EGICAM à Marseille.
sur la question de la bulle de filtre et sur comment on peut être exposé au contraire en fait, à des contenus qui sont adaptés parce que les contenus s'adaptent au public. C'est un aspect que vous avez beaucoup traité durant la conférence, l'idée de répondre aux attentes du public. Et ben, après, on se retrouve enfermé, et c'était aussi pour que peut-être vous approfondissiez la question des GAFAM, de la plateformisation, de comment est-ce qu'on a accès au travail des journalistes et à travers quoi. Parce que moi, la bulle de filtre, je l'ai vécue, je l'ai subie. Peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette terminologie qui vient peut-être de la recherche, pour Madame Chakraverty, mais c'est l'idée que les algorithmes et la manière dont sont construites les plateformes ont tendance à nous confronter à un contenu qu'on apprécie, qu'on connaît. C'est moi qui ai fait... Pardon. C'est moi, désolé. Et qui du coup en fait on se retrouve quelque part dans une espèce de bulle où les thématiques, le type de travail même journalistique et de contenu auquel on est soumis, il est toujours similaire. Donc peut-être si vous aviez des réactions, parce que je pense que ça participe peut-être à la lassitude médiatique, je sais pas. Alors, j'ai pas de réponse, mais je peux dire une chose, c'est qu'effectivement, moi à l'époque où je travaillais à rue 89, où les contenus étaient gratuits, etc., il s'échangeait beaucoup sur les réseaux sociaux, et que depuis quelques années, avec les paywalls, etc., on se rend compte que les contenus circulent beaucoup moins sur les réseaux, et que nos pages Facebook sont complètement, enfin, pas mortes, mais pas loin, quoi. Et c'est un peu terrifiant, et que notamment l'algorithme Facebook travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent, je sais plus, sur les likes, les commentaires, etc. Donc en fait, ils poussent les posts qui génèrent du conflit ou de la polémique, ou voilà. Donc en fait, on ne connaît pas l'algorithme Facebook, il reste secret. On sait qu'il pousse certains contenus qui ne sont pas forcément de grande qualité, mais qui génèrent de la colère ou de l'énervement, que certains contenus qui mériteraient de circuler ne circulent plus beaucoup. Bon, je ne vais pas rentrer dans une théorie du complot anti-Facebook et tout, juste on est un peu victime de tout ça. L'algorithme Facebook change, nos audiences changent. Donc on discute avec Facebook, on essaie de faire au mieux pour que nos contenus circulent, mais en fait on n'a pas beaucoup de moyens d'action. On les partage et on subit, pardon. Défaitiste. C'est vrai que c'est intéressant ce propos parce que les algorithmes des réseaux peuvent changer en permanence, et c'est les plateformes qui gèrent leur algorithme. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, Instagram, qui a 5 ans était le réseau de la photo, est aujourd'hui totalement passé sur la vidéo, et ce qui est poussé dans l'algorithme, on le voit aujourd'hui, c'est les Reels. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à chaque fois. Alors, comment on évite une dépendance à une plateforme? C'est d'essayer d'être présent sur toutes les plateformes. Par exemple, c'est vrai qu'au début, au lancement de Brut, on n'était que sur Facebook et sur Twitter. En soi, c'est problématique parce que si on est dépendant qu'à une seule plateforme ou deux, dès qu'ils changent leur algorithme, ça veut dire qu'éditorialement, il faudrait changer. Et non, il ne faut pas. Enfin, je veux dire, il faut qu'on reste quand même en partie maître de ce qu'on fait, même totalement. Donc, il faut essayer d'être présent sur toutes les plateformes, parce qu'il y a quand même certaines plateformes où les algorithmes changent parfois un peu moins. Je veux dire, Facebook, Instagram sont ceux qui changent le plus, mais sur YouTube, par exemple, Twitter, ou par exemple TikTok, où je trouve qu'il y a un potentiel énorme en termes aujourd'hui de création d'informations, ça permet justement de pouvoir se sortir un peu de ça. Mais c'est vrai que c'est une problématique qu'on peut avoir en permanence, de se dire, qu'est-ce qui va être décidé par les algorithmes des réseaux dans les prochains mois. On essaye aussi d'y penser positivement, dans le sens où il y a aussi de nouvelles plateformes qui parfois émergent, et l'idée c'est d'essayer de rapidement aller dessus pour adapter nos contenus à ces plateformes, parce qu'évidemment les écritures sont aussi différentes. Je veux dire, on ne parle pas de la même façon sur TikTok qu'on parle sur Facebook ou sur YouTube. Les formats peuvent être plus courts sur TikTok, beaucoup plus longs sur YouTube. Donc c'est essayer de s'adapter à chacune des plateformes avec ces difficultés-là. Et puis ce que tu disais si bien à l'instant, c'est par rapport aussi aux algorithmes qui malheureusement ont tendance à pousser des publications liées à l'engagement. Et l'engagement, malheureusement, il vient souvent d'une news où il y a du conflit dans les commentaires, où c'est extrême, où ça suscite l'émotion. Et ça, c'est un problème, parce qu'il faut réussir, nous, en tant que journalistes, à rentrer le moins possible là-dedans, parce que c'est pas notre but. Nous, notre but n'est pas de rentrer là-dedans, mais c'est d'essayer d'en sortir le plus possible. C'est pas évident, il faut trouver un bon équilibre.
C'est une vraie question de fond, quoi. C'est fondamental. Hein. Parce qu'on a beaucoup ont l'impression que sur leur Facebook ou n'importe quel autre réseau social, peut-être un peu moins Twitter, quoique, les contenus leur arrivent de façon totalement neutre, distribués de façon neutre, alors que c'est pas du tout le cas. Alors au niveau européen, là, il y a vraiment une volonté, je ne sais pas s'ils y arriveront, mais de demander l'algorithme pour de recommandations, parce que là, il y a vraiment trop d'effets sur le débat démocratique en fait, hein, parce qu'on n'a pas du tout accès aux mêmes choses. Et c'est un sujet dont on devrait beaucoup plus parler, en fait, l'ensemble des médias, mais dans la population, pour qu'on se rende compte qu'en fait, on peut être... c'est comme le fonctionnement du cerveau et la connaissance des biais cognitifs ou des biais du cerveau. Je pense qu'en ayant plus conscience de cela, on serait aussi beaucoup plus aguerri et on cherchera à s'informer différemment. D'autant plus que les gens vont très peu sur les homes de sites internet. Les gens ne se connectent pas sur nouvelops.com. Ils arrivent par les réseaux sociaux. Donc en fait, on a une distribution qu'on ne maîtrise pas du tout, quoi. C'est comme si notre distributeur était quelqu'un qui était un homme mystère et qui nous disait pas voilà, ce qu'il allait faire. Et donc on est là avec notre home, personne vient dessus et on partage des contenus. On espère qu'ils vont circuler, voyager et tout, mais en fait, ça nous échappe complètement. Voilà. Les GAFA distribuent l'information. Et un dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est que ces algorithmes en soi sont secrets. Et ces plateformes, pour la plupart, quasiment toutes, ne sont pas françaises. Donc, par exemple, TikTok, je crois, est chinois. Vous n'avez pas à leur demander c'est quoi le secret de leur algorithme. Le seul truc qu'on remarque, c'est que quand vous regardez une vidéo, par exemple, sur le sport, il va vous en proposer un peu plus, mais de quelle façon ils font, etc. Voilà, c'est des choses qui sont même protégées par le droit de la propriété intellectuelle dans ces entreprises, mais qui en soi ont des conséquences énormes parce qu'ils ont des influences sur la société, sur la politique, parce que vous allez juste liker un contenu une fois, mais sans forcément y adhérer, vous allez avoir que ça dans votre fil, ou alors vous êtes passionné par un sujet, au final ça va peut-être parfois trop vous enfermer dedans aussi, c'est le risque malheureusement. C'est-à-dire que on va vous pousser que des contenus sur lesquels vous allez être d'accord. Et du coup, vous allez vous renforcer sur ça, mais votre esprit peut-être critique de se développer, avoir le point de vue adverse et tout, il sera peut-être pas trop exposé. Et ça, c'est aussi une problématique, mais qui dépasse le cadre du journalisme. Hein. C'est quelque chose, c'est un problème démocratique aussi quelque part, parce que ça a des influences énormes. Je vais vous dire merci à tous, parce qu'on va devoir rendre les micros. Merci. Merci à tous et pour votre intérêt Merci. et aux invités.